Merci de choisir NAL TV International. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire, un programme qui vous présente tout ce qui s'est passé sur la scène égyptienne ces dernières 24 heures. On va commencer donc par le président Abdel Fattah el-Sisi qui a inauguré ce matin la mosquée de Sayida Nafissa après l'achèvement des travaux de rénovation entrepris. Le chef de l'État était accompagné lors de l'inauguration par le sultan Mufaddal Saifuddin, sultan de la secte Bohra en Inde, et par un nombre de princes. Le président El-Sisi a apprécié les activités caritatives diversifiées de la secte Bohra en Égypte, ainsi que pour ses efforts dans la restauration et la rénovation des tombeaux et mausolées de El Al-Bayt, la famille du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, et de nombre de mosquées égyptiennes historiques. Les détails dans ce compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré ce matin la mosquée de Sayida Nafissa après l'achèvement des travaux de rénovation. Le chef de l'État était accompagné lors de l'inauguration par le sultan Mufaddal Saifuddin, sultan de la secte Bohra en Inde, et par nombre de princes parmi ses frères et ses fils, dont le prince Gohar Izzeddin, le prince Ja'far al-Sadiq Saifuddin, ainsi que le représentant du sultan en Égypte, Mohammed Hassan. Le porte-parole de la présidence, le conseiller Ahmad Fahmi, a déclaré que les travaux de restauration de la mosquée interviennent dans le cadre des directives du président Abdel Fattah el-Sisi de restaurer et de rénover les tombeaux et sanctuaires de la famille d'Al-Bayt, notamment les mosquées de Sayyidna Hussein, la Sayida Nafissa et la Sayida Zainab, dont les salles intérieures des mosquées et leurs ornements architecturaux, et ce, dans le respect de l'aspect historique et spirituel de ces tombeaux, outre le développement global des services et des installations entourant les mosquées et les routes et les places qui y mènent, allant de pair avec les efforts de l'État pour développer et amender les sites archéologiques du Caire fatimide et historique. Le porte-parole a souligné les relations historiques étroites entre l'Égypte et la secte Bohra, ainsi que les efforts appréciables du sultan des Bohra dans la restauration et la rénovation des tombeaux d'Al-Bayt et de nombre de mosquées égyptiennes historiques, dont les mosquées de Sayyidna al-Hussein, la Sayyida Nafissa et la Sayyida Zainab. Le porte-parole a également exprimé l'appréciation pour les activités caritatives diversifiées de la secte Bohra en Égypte, ainsi que pour son soutien au fonds Vive l'Égypte. Alors, pour plus de détails concernant ce sujet, on a en ligne Madame Magda Amer qui est prédicatrice. Bonjour Madame. Bonjour, bonjour, ça va? Ça va, donc un événement très important aujourd'hui puisque on inaugure, ou le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré la mosquée de Sayida Nafissa après l'achèvement des travaux de rénovation entrepris et comme vous le savez Madame Magda Amer, que El El-Bayt ou la famille du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, ont un amour particulier, une importance particulière pour les Égyptiens, surtout cette mosquée où la personnalité de Sayida Nafissa très aimée par les Égyptiens. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner une idée sur cette personnalité descendante du prophète Mohammed? Oui, voilà, Sayida Nafissa, c'était un modèle de connaissance et de piété. C'est une des grandes érudites de son temps, car elle est, premièrement, comme vous voulez le mentionner, c'est la petite fille de Hassan, qui est le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a reçu une formation religieuse à Médine, comme son père y habitait. Et à l'âge de 10 ans, elle a mémorisé tout le Coran. Grosso modo, elle était très intelligente et assidue dans ses recherches et dans ses études religieuses. Et elle est devenue prédicatrice à l'âge de 12 ans, très jeune, quoi. Et à l'âge de 44 ans, c'est ce qui nous concerne, elle s'est installée au Caire et là, un cortège se forma pour l'accueillir tellement
les Égyptiens qu'on voulait mentionner, ils étaient vraiment très épanouis de la voir. Ils lui ont demandé sa bénédiction. Elle partageait effectivement sa connaissance et son savoir avec les hommes et les femmes, les deux ensemble. Et voilà. Mais lorsqu'elle a ressenti qu'elle était vraiment prise par son enseignement et qu'elle n'avait plus de temps pour la pratique culturelle personnelle, elle voulait vraiment quitter l'Égypte, mais le gouverneur l'a supplié pour revenir à sa décision. Et effectivement, ils ont limité les rencontres au samedi et mercredi uniquement. Parmi ces étudiants, c'est Imam Shafi'i qui était un des érudits vraiment en jurisprudence. Ceci veut dire comment elle avait vraiment énormément de connaissances et de savoir. Oui. Parmi ses particularités, c'est vraiment, elle avait énormément premièrement, ses prières étaient exaucées et les Égyptiens, ils venaient la voir pour lui demander, par exemple, au moment où le niveau du Nil est descendu et ils craignaient la sécheresse. Subhanallah, elle a imploré Allah, subhanahu wa ta'ala, et elle a redonné, on peut dire un petit foulard de sa part, et ils l'ont jeté dans le Nil, et subhanallah, grâce à la bénédiction d'Allah, et puis voilà, c'était décrété par Allah, que, alhamdoulilah, le niveau du Nil s'est élevé. Parmi aussi ces bénédictions, c'est que une des filles qui était une femme qui était juive, et elle avait une fille qui était paralysée, elle lui a confié sa fille pour quelque temps, et lorsque Sayyidina Nafisa a effectué ses ablutions, subhanallah, l'eau de l'ablution a atteint les pieds de cette petite fille, et subhanallah, elle était guérie immédiatement. C'était vraiment un miracle, et parmi ces karamas, comme elle le dit, ou ces bénédictions. Parmi ses particularités, c'est qu'elle a creusé sa tombe en Égypte, voilà, dans sa maison. Elle a ressenti que c'était vraiment, elle allait mourir bientôt. Et elle a récité le Coran dans la tombe plus de 190 fois, subhanallah. Et actuellement, c'est le lieu de la mosquée, quoi. Et même Shafi'i, il aimait autant au point que lorsqu'il était malade, il ne pouvait pas assister au cercle de son enseignement. Et il lui a envoyé quelqu'un pour qu'elle prie pour lui, qu'il soit exaucé, parce qu'il savait que ses prières étaient exaucées, et qu'il soit guéri, quoi. Et subhanallah, chaque fois, elle priait pour lui, il était immédiatement, alhamdoulilah, guéri. Mais lorsque c'était la maladie de mort, si on peut dire, elle a ressenti ceci, comme elle était clairvoyante, quoi, une femme qui est vraiment très proche d'Allah. Et là, elle lui a pas prié pour qu'il soit guéri. Au contraire, elle lui a dit que je te souhaite une rencontre avec Allah qui soit avec toute jouissance. Madame Magda Amer, oui, Madame Magda Amer, donc comment vous voyez donc les efforts de l'État, du gouvernement et d'autres parties, par exemple étrangères, qui participent à la rénovation des mosquées, des mausolées de El El-Beit en Égypte, surtout que ces sites ou ces sites de culte sont très fréquentés par les Égyptiens qui viennent de tous les gouvernorats de l'Égypte et fréquentés aussi par les étudiants musulmans et les musulmans étrangers. Ceci représente ce que Ali ibn Abi Talib avait dit concernant l'Égypte. Il a dit, c'est-à-dire que l'Égypte, c'est le niveau le plus élevé du paradis dans la vie d'ici-bas. Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est un lieu qui est sacré comme l'Égypte? Car énormément, masha'Allah, de savants érudits, des gens qui sont vraiment très proches d'Allah, qui ont été sincères dans leur adoration. Et voilà, ils ont préféré. Elle a été enterrée ici en Égypte. Subhanallah, elle avait l'opportunité de s'enterrer à Médine, puisqu'elle est née à Médine et toute son enfance était à Médine et elle s'est déplacée à l'âge de 44 ans en Égypte. Mais subhanallah, l'Égypte quand même, elle a un secret, je peux dire que les gens quand ils les visitent, ils ressentent
la sacralisation, ils ressentent vraiment la piété, ils ressentent la tranquillité, que c'est Oui, une c'est terre vrai. sainte. Alors Oui, c'est vrai. là, les gouvernements, Ouais. ils sont attachés, ils prennent soin de ces lieux qui sont sacrés et tout, alhamdulillah, pour qu'on soit toujours, comme on le dit, le lieu où les personnes saintes ont choisi, comment on dit, Masri Firdaus al-Dunya. Oui. Docteur Magda Amer, prédicatrice, merci beaucoup pour toutes ces informations. On passe à une autre nouvelle. Le gouvernement égyptien estime qu'il y avait encore des opportunités à saisir pour renforcer la coopération entre l'Égypte et la Jordanie, en particulier les domaines du commerce et de l'investissement, selon le Premier ministre Moustapha Madbouli dans une allocution à la 31e session du Haut Comité conjoint égypto-jordanien. Les détails dans ce compte rendu. Le gouvernement égyptien estime qu'il y avait encore des opportunités à saisir pour renforcer la coopération entre l'Égypte et la Jordanie, en particulier les domaines du commerce et de l'investissement. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Moustapha Madbouli dans une allocution à la 31e session du Haut Comité conjoint égypto-jordanien. Cette session a eu lieu au siège du gouvernement à Amman sous la présidence des premiers ministres d'Égypte et de Jordanie. M. Madbouli a débuté son allocution en transmettant les salutations du président Abdel Fattah el-Sisi et son espoir à ce que les réunions du dit comité réalisent de résultats concrets contribuant à renforcer les liens entre les deux pays, conformément à la vision et les aspirations du président el-Sisi et du roi Abdallah II de Jordanie, faisant état de l'étroitesse des relations à la lumière des directives de la direction politique de consolider la coopération bilatérale. Le chef du gouvernement a apprécié le travail des ministres, de hauts responsables et d'experts des deux pays et les efforts qu'ils ont déployés ces derniers jours pour que la session débouchera sur des résultats concrets qui répondent aux aspirations des deux peuples. Il a salué l'attachement des deux pays à assurer la tenue périodique de haut comité égypto-jordanien depuis son lancement, en la considérant un modèle à suivre au niveau de l'action arabe commune et indiquant la responsabilité qu'assument les deux parties pour aller de pair avec les développements de l'action conjointe en établissant des contacts directs et continus tout au long de l'année entre les responsables concernés dans les divers domaines pour surmonter tout obstacle susceptible d'entraver le processus de coopération et de révéler la communication directe avec son homologue jordanien, incitant sur l'importance de celle-ci pour faire avancer les relations et surmonter tout obstacle bureaucratique. Le ministre des Affaires étrangères et son homologue tunisien participent aujourd'hui à la réunion du mécanisme de délibération Égypte-Tunisie. Le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, a été reçu tôt ce matin dans la capitale tunisienne, Tunis, par son homologue tunisien, Nabil Ammar. Les deux ministres doivent discuter des moyens aptes à renforcer les relations bilatérales, outre la tenue des délibérations approfondies sur les dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. M. Choukri transmet lors de sa visite un message verbal du président Abdel Fattah el-Sisi à son homologue tunisien Kais Saïd portant sur la promotion des liens de coopération entre les deux pays frères. L'initiative des pays voisins du Soudan est une preuve montrant les mêmes objectifs, les intentions sincères et la volonté politique sérieuse pour aider le Soudan à sortir de sa crise et mettre fin à cette guerre dévastatrice, selon le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri, qui s'exprimait donc lors de la première réunion du mécanisme ministériel issu du sommet des pays voisins du Soudan à N'Djamena. Les détails dans ce commentaire. L'initiative des pays voisins du Soudan est une preuve montrant les mêmes objectifs, les intentions sincères et la volonté politique sérieuse pour aider le Soudan à sortir sa crise et mettre fin à cette guerre dévastatrice. C'est ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri lors de la première réunion du mécanisme ministériel issu du sommet des pays voisins du Soudan qui se tient dans la capitale tchadienne N'Djamena.
Notre réunion traduit les décisions issues du sommet des pays voisins du Soudan qui s'est tenu au Caire le 13 juillet en une vision et en des mesures coordonnées qui contribuent à s'attaquer aux causes de la crise actuelle pour sauver les Soudanais, préserver l'unité et la cohésion de l'État et de ses institutions et mettre un terme aux répercussions négatives de cette crise sur les pays voisins. La réunion du mécanisme ministériel des pays voisins du Soudan à N'Djamena est attendue par des millions de Soudanais qui pâtissent chaque jour et vivent dans la peur à cause des tirs d'artillerie et de mitrailleuses dans diverses zones du Soudan, a-t-il noté, précisant que des millions de Soudanais, soit à l'intérieur du pays ou à l'étranger, espèrent que l'initiative sera une bouée de sauvetage. L'initiative de pays voisins du Soudan, qui a été convoquée par le président Abdel Fattah el-Sisi, a trouvé une réponse rapide des dirigeants qui ont participé efficacement au sommet du Caire, a rappelé le chef de la diplomatie égyptienne. La qualité de vie, la santé, l'enseignement et la transformation numérique sont à la tête des priorités du gouvernement pour 2023. En 2023, donc, davantage d'efforts ont été déployés pour améliorer la qualité de vie dans divers domaines, dont la santé, l'éducation et la transformation numérique. En fait, des réussites ont été réalisées à cet égard, illustrant les stratégies de l'État et ses orientations dans la nouvelle République. D'abord, le gouvernement œuvre à travers les ministères, les organes et toutes les autorités concernées à développer le niveau des services dispensés aux citoyens dans le secteur sanitaire. Des efforts sont déployés aussi pour exécuter le système d'assurance maladie universelle au plus haut niveau d'efficacité. Il s'agit d'offrir le traitement et les services sanitaires avancés au plus haut niveau à toutes les tranches sociales, notamment les plus nécessiteuses. Quant à la qualité de vie, l'initiative Vie décente cherche à améliorer les conditions de vie sur diverses échelles, notamment les zones rurales. Il s'agit d'améliorer les services fournis aux citoyens, surtout dans les domaines de la santé et de l'enseignement. En ce qui concerne la technologie, quand les services sont numériques, il s'agit de meilleures normes de gouvernance. L'administration du gouvernorat de Giza étudie à présent les offres présentées par des compagnies mondiales, entre autres la française Poma, ayant exécuté le téléphérique de la cité El Galel pour mettre en œuvre un autre qui va relier les pyramides au grand musée égyptien. C'est ce qu'on a appris de la page exclusivement en Égypte. Le projet comportera 10 stations et des tours à travers lesquels les téléphériques assureront le déplacement des visiteurs. Il vise principalement à faciliter le transport entre le grand musée égyptien et les pyramides tout en évitant les embouteillages du trafic routier, en plus d'être un moyen de divertissement attirant les touristes. On passe à une autre nouvelle concernant toujours le tourisme. Le secteur des transports maritimes, affilié au ministère du Transport, a publié un communiqué sur la promotion du tourisme des yachts en Égypte et sur la simplification et l'accélération des procédures à l'arrivée et au départ des yachts étrangers aux ports touristiques et aux marinas situés sur les côtes de l'Égypte. Cette annonce s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des directives du président Abdel Fattah el-Sisi. Le communiqué a fait état de la mise en place d'un système numérique unifié pour les yachts étrangers gérés par le secteur des transports maritimes afin de faciliter les procédures de l'arrivée des yachts et l'inscription des données nécessaires ainsi que le programme complet du voyage comme dans les pays pionniers en la matière. Voilà donc, c'était tout pour cette édition de Midi au Caire. Merci pour votre attention.
Restez donc sur Nile TV pour la suite de nos programmes en langue française qui vont se poursuivre jusqu'à 13h heure locale du Caire. Passez une excellente journée et bonne suite de programmes sur Nile TV International.